Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on va revenir sur la WWDC, la conférence annuelle d'Apple dédiée aux développeurs, où ils présentent généralement tout l'écosystème qui va avec leurs produits, à savoir iOS, macOS, iPadOS, watchOS, visionOS et j'en passe. Cette année, il y a eu un énorme focus, vous l'imaginez bien, sur Siri et Siri AI. Si vous avez suivi les actualités qui se passaient hier, moi j'enregistre directement après la conférence pour être dans le jus et vous partager directement les nouveautés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas avec les petits loustiques, les petits osios, mais vous inquiétez pas, ils reviennent en fin de semaine pour revenir un petit peu sur une autre bulle de la semaine. Comme ça, c'est une semaine un petit peu atypique, mais vous allez voir, ça va être bien sympathique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler de la WWDC 26, revenir sur les nouveautés, vous les partager et voir ce que ça donne. Bienvenue dans cette bulle de la semaine un petit peu atypique, je vous le disais, l'essentiel de l'actualité tech et design. Si jamais vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant les petites étoiles sur notre profil, ça nous fait super plaisir. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur la WWDC 26, la World Wide Developer Conference d'Apple, où bien évidemment, si vous n'en avez pas entendu parler, et c'est pour ça aussi qu'on voulait être un petit peu dans le jus et vous partager un petit peu les actualités chaudes, Apple a présenté Siri AI comme une énorme évolution de son assistant. Et oui, c'est probablement l'annonce la plus importante de la conférence, même s'ils sont aussi revenus sur Liquid Glass, une version un petit peu 2.0. Je sais pas par quoi commencer, je pense que à la limite on va commencer par le soft et ensuite évoluer vers le Siri AI qui est sans doute ce que vous attendez le plus, mais une petite conférence un petit peu mitigée. Je sais pas trop comment la voir en fait, parce que généralement, les conférences d'Apple, c'est un peu le théâtre des nouveautés, où on est vachement intéressé, on est trop content de vivre un événement. Et en plus de ça, on va avoir les nouveautés des systèmes d'exploitation dont je vous parlais en début d'émission, iPadOS, iOS, macOS, watchOS, visionOS, etc. Et de temps en temps, des petits produits. Et généralement, la WWDC, c'est pas les iPhones, les choses comme ça, mais plutôt des produits home, donc des HomePod, éventuellement l'Apple TV. Et j'étais trop hypé en fait. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai trop envie d'avoir une nouvelle Apple TV, de changer, de voir ce que ça peut, ce qu'ils peuvent apporter dans ce terrain. Pareil pour le HomePod ou des mix, parce qu'on voit plein de rumeurs à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai trop envie d'avoir une nouveauté dans ce secteur. Mais c'est pas encore le cas de la part d'Apple. Et cette année encore plus atypique, puisque cette WWDC, c'est pas catégorisé par OS. C'était pas genre d'abord les iPhones, ensuite les iPads, les Macs, etc. Donc avec leur écosystème évidemment, puisque c'est centré là-dessus. Là, c'était vraiment un ensemble de choses. Donc on a parlé d'abord du design de Liquid Glass, pour ensuite s'aventurer vers le contrôle parental. Alors, bon, le contrôle parental, c'est pour grossir un petit peu le trait, parce que ils ont plutôt parlé sur la confiance et l'aspect sécurité. Et du coup, comment, à travers des nouvelles fonctionnalités, Apple peut partager des réglages dédiés aux enfants et notamment au contrôle parental. Donc ils ont fait un gros focus là-dessus, notamment ajuster le temps de jeu, le visionnage et aussi l'aspect social media, etc. Et le fait de pouvoir contrôler, si on est l'un des deux parents, pouvoir contrôler précisément le temps qui sera dédié pour telle ou telle application. Il y a eu des nouveautés vraiment sympas par rapport à ça, franchement. Au moins, ça permet de vraiment contrôler et les parents peuvent voir et ajuster ce que font les enfants sur leurs iPhones et sur leurs produits de manière générale, sachant que des API ont aussi été partagés pour les développeurs. C'est aussi le but de ce genre de conférence. Donc voilà, il y a eu un premier aspect de design Liquid Glass, un deuxième aspect justement sur cet aspect sécurité et confiance, et ensuite Apple Intelligence et Siri. On va revenir un petit peu en arrière pour parler du coup de Liquid Glass. Liquid Glass qui a eu une petite refonte, on peut appeler ça la version 2.0, je trouve, de Liquid Glass. Je vous ai fait des petits reels d'ailleurs à ce niveau-là, donc si vous voulez voir sur Instagram pour avoir un visuel sur ce dont on va parler. Mais en tout cas, vous le savez, avec iOS 26, on en a déjà parlé sur ce podcast, Apple avait introduit un design beaucoup plus expressif, plus transparent, plus vivant, avec justement cette idée du verre liquide présent un petit peu partout dans l'interface. C'est une interface qui a vachement évolué depuis les premières bêtas, vous imaginez bien.
Ensuite, je l'ai adopté pendant plusieurs mois puisque j'ai testé l'iPhone Air au quotidien, tout simplement. Et j'en ai fait une vidéo très récemment sur iOS 26 est terrible, justement pour revenir sur ce design. À mon sens, et là où iOS 26 et du coup Liquid Glass c'était un petit peu perdu, c'est que dans un premier temps, c'était pas le même sur tous les écosystèmes. Donc visionOS avec son propre Liquid Glass comme macOS et iOS avec son propre Liquid Glass, c'est un petit peu étrange je trouve pour un OS qui se veut uniforme. Et sur le papier, c'est très beau, mais dans la réalité, c'est parfois trop présent. L'idée justement du verre qui se réfracte, etc., était soit trop transparent, soit trop chargé, et de manière générale trop distrayant. C'était rare les moments où on sentait que c'était agréable à l'usage. Il y avait bien évidemment des moments où c'était le cas, et d'ailleurs, ces moments-là étaient généralement bien différents de l'aspect transparent. C'est-à-dire que sur une application, on va avoir des icônes qui sont vachement translucides, transparents, très clairs, et d'un autre côté, on va avoir des applications, sur certaines applications, un design beaucoup plus lisible, parce que c'est plus opaque. Donc bref, il y a eu un gros souci de concordance dépendamment des applications et de manière générale dans l'OS, et du coup, c'est ce qu'Apple semble avoir corrigé. Liquid Glass est toujours là du coup sur iOS 27, mais il est mieux dosé, et surtout, on peut maintenant ajuster son apparence avec un slider pour justement gérer cette opacité de Liquid Glass pour le rendre soit plus clair, ou au contraire plus opaque. Et ça, avec un seul slider. C'est génial. Et il semble quand même, malgré le slider et l'aspect plus clair, etc., avoir revu les limites, les bordures de Liquid Glass pour même si on souhaite avoir l'aspect plus clair, et bah c'est pas trop dérangeant non plus. Donc il va falloir voir à l'usage évidemment si on voit une différence, mais ça change quand même beaucoup de choses parce que le problème de Liquid Glass c'était justement le dosage de cette interface, de cette idée en tout cas. Il semble aussi avoir revu l'harmonie générale avec sur macOS par exemple des coins plus uniformes. On sait que le radius, c'est-à-dire la bordure, l'arrondi de chaque coin des applications étaient jamais les mêmes. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années que c'est pas les mêmes et ça me rend fou. Donc voilà, ça y est, on a enfin des coins plus uniformes, on a aussi moins de superposition inutile sur certaines applications et notamment au niveau des sidebars. C'est les onglets sur les côtés où justement on va avoir tous les menus, notamment les applications Apple. L'application musique notamment faisait partie de cet exemple où justement ils ont un peu redynamisé cette sidebar pour l'incruster dans la fenêtre. C'est beaucoup plus intelligible, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait comme ça dès le début. Et surtout, on va avoir une interface qui sera beaucoup plus cohérente entre iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS. Et une autre chose qui a fait pas mal parler, c'est surtout le gain de performance. Alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais on va avoir des animations plus rapides, plus fluides, et surtout, on va avoir des vitesses beaucoup plus accentuées. Par exemple, AirDrop est 80% plus rapide. C'est 30% plus rapide pour lancer des applications. Le Drive Transfer, donc le transfert de fichiers, est 5 fois plus rapide. Les photos apparaissent 70% plus rapides dans la bibliothèque. Bref, tout le contenu sur tout le système d'exploitation se charge beaucoup plus rapidement. Donc je pense qu'ils ont fait un process de clean, ou en tout cas ils ont épuré peut-être le système, ou ils l'ont rendu plus efficace. En tout cas, ils ont complètement retravaillé cette partie responsiveness pour que ce soit beaucoup plus réactif. Donc c'est cool parce qu'on va avoir un système plus fluide et plus rapide, et surtout on va avoir un système sur iOS 27 qui sera compatible jusqu'à l'iPhone 11. Franchement, c'est le premier OS qui est compatible sur autant de modèles différents. C'est assez balèze. Faudra voir comment ça tourne sur un iPhone 11. Perso, j'en ai pas. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs. Vous aurez les dernières nouveautés. L'un des éléments de réponse par rapport à cette innovation, c'est le CPU Scheduler qui va justement s'assurer qu'on va avoir une priorité au bon moment de certaines applications ou de certaines fonctionnalités, le Wi-Fi, etc. Et c'est comme ça qu'ils le décrivent. Alors je sais pas comment ça fonctionne précisément, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à optimiser justement tout ce workload, comment ça fonctionne de manière générale, et mettre en priorité ce qu'on est en train de faire précisément. Donc ça c'est chouette. En tout cas voilà un petit peu pour les nouveautés sur cette partie-là, Liquid Glass et rapidité. On a aussi eu quelques nouveautés au niveau du Spotlight
qui cette fois-ci sera beaucoup plus précis, notamment pour rechercher dans les photos, dans les mails, dans des fichiers. Il comprend un peu mieux ce qu'on a et où le trouver. Les albums photos partagés entre les appareils iOS sont désormais ouverts avec les appareils Windows et Android. Ils peuvent désormais rejoindre et ajouter des photos iCloud. Jusqu'à présent, on pouvait envoyer un lien pour visionner les photos, mais ils ne pouvaient pas en rajouter. Cette fois-ci, c'est le cas. On va pouvoir aussi ajouter un égaliseur au niveau des AirPods. Ça, c'est chouette. Petite nouveauté bien sympathique, parce que les AirPods étaient toujours les produits un peu fermés à ce niveau-là. Donc là, c'est ouvert. Sur l'Apple Vision Pro, on va avoir le Spatial Scene pour justement avoir plus d'immersion dans les photos panorama. Donc en fait, on prend une photo en mode panorama avec son smartphone et il va l'adapter en scène spatiale, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se déplacer dans cet environnement. Et surtout, ils ont fait un gros travail sur l'application Maps avec le flyover. C'est le survol finalement de la map qui est beaucoup plus détaillé. C'est pas les sujets les plus spectaculaires, mais c'est très Apple d'essayer de reprendre le contrôle sur l'expérience familiale, la sécurité, l'usage des écrans et les applications autorisées. Et là encore, on voit une tendance où Apple ne présente pas seulement des fonctions, Apple essaie de construire un cadre de design, un cadre de confidentialité, un cadre parental, un cadre d'usage pour l'IA. Même si sur l'IA pure j'ai été déçu, cette partie système reste cohérente. Mais évidemment, ce qu'on attend tous, et ce que vous attendez évidemment, c'est Apple Intelligence et Siri. Et je vous le disais, ça a joué un énorme rôle parce que Siri AI, qui est le nouveau nom, la contraction entre Siri et Apple Intelligence, qui sera du coup adopté et adapté sur tous les mobiles, sur tout l'écosystème Apple. C'est ça qui a été le clou du spectacle, si je puis dire. En tout cas, c'est ça qui a couvert la majeure partie de cette conférence. C'est ça qui était un peu étrange parce qu'il n'y a pas eu de grosses découpes par OS, c'était par bloc. Et du coup, Apple Intelligence et Siri. Et c'est pour ça que je trouve que cette conférence était un peu bizarre. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'assister à la Google I.O. C'est la conférence Apple, c'était vraiment la Google I.O. Donc, bon, je vais dérouler les nouveautés et vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez de tout ça, parce que honnêtement, je suis un peu mitigé là-dessus, parce que notamment, et vous allez le voir, ces nouveautés-là qui sont présentées seront disponibles dans un premier temps aux États-Unis et globalement, nous en Europe, voilà, on les aura pas. Pareil en Chine. Donc ça met aussi un énorme frein à l'évolution, parce qu'apparemment, ça serait pour des questions de sécurité, de vie privée, etc. Et pour l'instant, bon, bah, c'est pas disponible chez nous. Voilà, donc toutes les nouveautés qui seront en bêta, on les aura pas chez nous. Ça, c'est bien cool, en tout cas en langue français. Je sais même pas d'ailleurs, en installant la bêta, si on peut la voir en anglais. J'ose imaginer que oui, si on configure tout en anglais, son téléphone, Siri, etc. Mais voilà, il faut le dire clairement, il y a beaucoup de choses qu'Apple vient de montrer, et on l'a vu d'ailleurs, Siri AI n'est pas une révolution de l'intelligence artificielle. Je vous le dis clairement, on va un peu retrouver ce que Google fait avec Gemini, et c'est normal puisque le moteur derrière, c'est Gemini. Et ça fait longtemps que Gemini montre ce genre d'usage, ça fait presque 2 ans je pense, ChatGPT aussi, Claude le fait aussi. Analyser des images, lire des documents, comprendre du contexte, répondre à des questions de suivi, générer un plan, résumer un PDF, bref, tout ce genre de petites choses, c'est ce qu'on a vu à cette conférence. Un peu comme si Apple avait une grosse longueur de retard, qu'ils ont tenté de combler justement en présentant ces nouveautés, et juste en disant, bah regardez, on fait la même chose que les autres, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai eu, pour être très honnête avec vous. Donc, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui seront bonnes à prendre, surtout vu où Apple se positionne aujourd'hui, mais ils ont juste 2 ans de retard, quoi. Et même si d'habitude on peut dire qu'Apple arrive plus tard, mais fait les choses un peu différemment, là je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Sur beaucoup de fonctions, Apple fait probablement la même chose que les autres. La vraie différence, si elle existe, elle est ailleurs, dans la confidentialité, dans le private cloud compute justement, et dans le fait que Siri AI peut exister sur l'iPhone, continuer sur l'iPad, se retrouver sur le Mac et déclencher depuis l'Apple Watch. Évidemment, Siri devait changer, parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Siri a été l'un des premiers assistants vocaux vraiment populaires. Apple avait d'ailleurs une énorme avance dans l'imaginaire collectif,
avec le dit Siri, où on pouvait voir la météo et tout ça. Il y avait un truc un peu futuriste à l'époque. Mais au fil des années, Siri est devenu l'un des symboles du retard d'Apple. Tu lui demandes un truc simple, ça passe, un minuteur, afficher la météo, envoyer un message, une musique. Mais dès que tu veux quelque chose d'un peu plus contextuel, un peu plus naturel en fait, comme une discussion, un peu plus intelligent, c'est là que ça se complique. Tu poses une question de suivi, il perd le fil. Tu demandes une information dans tes mails, il comprend pas vraiment, il peut même pas aller les rechercher. Tu veux qu'il fasse le lien entre plusieurs applications ou contenus, ou plusieurs moments même dans ta journée, dans ton calendrier, et très vite tu sens que Siri, bah, il est pas au niveau. Et pendant ce temps-là, le reste de l'industrie a complètement changé nos attentes par rapport à ça. On veut plus seulement un assistant qui exécute une commande vocale, on veut un assistant qui comprend ce qu'on fait, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on cherche et ce qu'on essaie d'accomplir. C'est exactement ce qu'Apple essaie de corriger avec Siri AI. Ils savent qu'ils ont une longueur de retard, notamment par rapport à Google, qui, et vous l'avez sans doute entendu dans notre précédent épisode sur la Google I.O. et sur ce que Google est en train de faire, bah, met une claque tout simplement à tout le marché. Et c'est notamment pour ça que Apple s'est tourné vers eux. Mais Apple dit avoir reconstruit Siri avec l'IA au cœur du système, en changeant l'architecture radicalement. On peut toujours dire ce fameux dit Siri, mais derrière, l'idée est d'avoir une suite complète d'outils IA. C'est pas juste un assistant, il va beaucoup plus loin. Siri devient plus conversationnel, plus capable de répondre à des demandes longues, plus capable de comprendre le contexte et surtout plus intégré à Apple Intelligence. Ils sont mixés. En gros, Siri n'est plus seulement l'assistant vocal de l'iPhone, Siri devient l'interface IA d'Apple. Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attendait. Mais ce qui m'a déçu, c'est que ça donne aussi l'impression que Siri devient enfin ce qu'il aurait dû être depuis longtemps. Quand Apple montre que Siri comprend une photo Instagram qui identifie un lieu, retrouve des informations personnelles, qu'il y a un PDF, répond à des questions de suivi, analyse qu'il y a à l'écran, un truc cool où par exemple on a un ticket de caisse, on peut le scanner et ensuite partager l'addition finalement. Alors ça c'est dispo qu'aux États-Unis avec Apple Cash, mais en tout cas on peut le faire rien qu'en prenant une photo, ce qui est un peu cool. Dans la démo, Siri AI ressemble beaucoup plus à une mise à niveau pour atteindre la parité justement avec les assistants modernes. C'est utile, c'était nécessaire de les avoir, mais c'est pas vraiment surprenant. Après, Apple, ça a toujours été une marque qui a défendu justement cette intégration verticale, la confidentialité, le contrôle de bout en bout. Et donc s'appuyer sur Google pour rattraper son retard sur l'IA, c'est pas forcément un problème en soi. Un produit peut utiliser des technologies externes et proposer une bonne expérience finale. Et d'ailleurs, ils ont montré un graphique assez intéressant où justement il y avait les deux architectures, celle d'Apple et celle de Gemini, qui vivent ensemble finalement pour répondre aux attentes de l'utilisateur. Craig Federighi disait d'ailleurs pendant cette conférence quelque chose d'assez intéressant et en même temps un peu limite, justement que d'autres constructeurs, si on peut dire ça comme ça, étaient en chasse justement pour l'IA, juste pour dire qu'on fait de l'IA, sans vraiment regarder ce qui se passe et sans prendre en compte ce que les gens souhaitaient réellement, en disant que on souhaite vraiment aider à travers l'IA et que l'IA soit au centre de notre attention et de nos besoins. C'est intéressant, mais effectivement, il y a des trucs genre les télés LG qui disent on met de l'IA dedans juste pour dire on met de l'IA. Bon, ça existait déjà avant, c'est juste que l'appellation marketing IA n'était pas là. En revanche, ce que font la concurrence à travers Gemini, ChatGPT, etc., c'est plus que dire on met de l'IA, quoi. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette phrase parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Et surtout, derrière, le point le plus intéressant derrière cette conférence, et surtout sur Siri et Apple Intelligence, c'est le contexte personnel. C'est l'une des parties les plus intéressantes d'ailleurs de l'IA. Et Apple explique que Siri peut mieux comprendre votre contexte grâce à Apple Intelligence. Le Spotlight aussi, qui est devenu un peu un amalgame, quoi. Tu peux chercher, ouvrir un champ de recherche et ensuite récupérer toutes les informations, les documents, essayer de connecter en fait toute cet index de nos contenus. Et ça, c'est sûr. Et Siri est censé mieux comprendre justement ce qu'on a, où ça se trouve, comment le retrouver pour nous le ressortir, que ce soit des photos, des mails, des messages, des fichiers, les informations du calendrier, de nos rappels, dire que on aimerait bien aller à tel concert et dans ces cas-là, il va mettre un rappel pour aller choper les places. Donc, toute cette idée que Siri puisse aller chercher l'information à notre place. Et ça, sur le papier, c'est vraiment utile parce que nos appareils sont évidemment remplis d'informations qu'on ne retrouve jamais au bon moment. Siri AI veut un peu devenir cette couche qui comprend ce qu'on possède et qui peut retrouver la bonne information. Mais encore une fois,
c'est pas une nouvelle idée. Et la différence, c'est qu'Apple essaie de l'intégrer directement dans le système parce que la technologie est pas inédite, mais parce qu'elle peut être placée au bon endroit, au bon moment dans les applications qu'on utilise déjà. Et le quatrième point, c'est la compréhension de l'écran. Et ça, pour le coup, c'est un usage qui peut vraiment devenir quotidien. Siri AI peut comprendre ce que vous avez devant vous, une page web, un PDF, une image, un mail, une capture d'écran et même un document. Et on peut ouvrir un PDF, poser une question dessus. On peut lui demander un résumé, un avis, une explication, reformuler, ce qu'on fait classiquement avec ChatGPT, ce que je fais déjà depuis un moment. Mais ce qui est cool, c'est que par exemple, dans notre Finder, dans le document, on peut faire un clic droit sur un document pour avoir un champ d'écriture et interroger Siri. Ça, c'est le genre de fonctionnalité qu'on attend en 2026, où justement, on peut demander qu'est-ce que je dois retenir de ça, ajoute-moi au calendrier ça sur le planning. Sur la photo Instagram, c'était intéressant ce qu'il montrait en disant, bah, par exemple, c'est à quel endroit, il va nous mettre l'itinéraire, etc. Est-ce que mon pote habite près de là? C'était les exemples qu'il montraient. Mais l'idée, c'est que ce soit fluide, logique et surtout pratique. La nouveauté, c'est donc pas que Siri puisse le faire, c'est que Siri puisse le faire dans l'OS, depuis les applications Apple, avec une continuité entre les appareils. On va avoir une nouvelle application Siri carrément sur notre écran d'accueil pour justement avoir le côté applicatif de l'intelligence artificielle, mais on peut aussi le déclencher via un clic droit sur macOS, on peut l'interroger en faisant une requête Siri directement, on peut... enfin bref, on a plein d'usages différents. Et ça, c'est assez chouette. Ensuite, et finalement, la vraie différence que souhaite apporter Apple, et c'était un gros point évidemment à chaque fois qu'il parlait d'une nouveauté, c'est la confidentialité. Apple explique que Siri AI est basée sur une architecture qui fonctionne à la fois sur l'appareil et dans le cloud privé avec le Private Cloud Compute. L'idée, c'est que certaines demandes soient traitées directement sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac, et quand la requête est trop lourde, elle passe par les serveurs Apple, mais avec la promesse que vos données ne sont pas stockées, pas accessibles par Apple et pas utilisées par n'importe qui et n'importe comment. C'est là que Siri AI peut avoir un vrai argument, parce qu'un assistant IA vraiment utile doit avoir accès à beaucoup de choses, nos messages, notre vie privée finalement, avec nos mails, nos photos, etc. Et c'est comme ça qu'une IA devient plus personnelle, hein. Plus elle est personnelle, plus elle devient utile, mais plus elle devient personnelle, plus elle devient sensible. Et là, Apple a clairement compris que la confiance pouvait devenir un élément différenciant, parce que si je dois donner accès à toute ma vie numérique à un assistant IA, je veux pas seulement savoir qu'il est puissant, je veux savoir ce qu'il fait de mes données. Donc oui, beaucoup de fonctions de Siri AI existent déjà ailleurs, mais la promesse de confidentialité, elle peut vraiment faire la différence quand on va choisir un écosystème, à condition qu'Apple soit à la hauteur de ce discours. On sait, il y a eu des fuites de données de temps en temps chez Apple, mais c'est vrai que c'est un écosystème qui est relativement quand même fermé par rapport à ça, et avec des fuites moindres. Mais bon, ça, on verra avec Rewan, on en reparlera dans un prochain épisode. Vous allez le voir, on vous a concocté un épisode spécial justement sur les deux conférences, la WWDC d'Apple et la Google I.O. pour voir ce que les grands d'aujourd'hui peuvent proposer dans cet écosystème. Et donc on va revenir sur pas mal de petits points, histoire de vous donner un petit teaser si vous êtes encore là. Et finalement, et c'est l'autre vrai argument d'Apple, c'est la continuité entre les produits. Siri AI ne vit pas seulement dans une application, il est censé exister sur tous nos appareils. Pour commencer une conversation avec Siri sur l'iPhone, continuer sur l'iPad, le terminer sur le Mac, et même déclencher certaines actions depuis l'Apple Watch. Si Siri AI arrive vraiment à garder le fil entre tout ça, tous nos appareils, tous nos produits, parce qu'on ne vit pas que sur notre iPhone, on travaille aussi sur le Mac, on peut regarder une photo sur un iPad par exemple, alors Apple peut proposer quelque chose de plus naturel que les assistants concurrents. Pas parce que Siri serait forcément plus intelligent, mais parce qu'il serait plus présent potentiellement dans notre quotidien si jamais on est utilisateur Apple, évidemment. Et c'est peut-être ça en vrai le vrai sujet, en tout cas la force d'Apple. C'est pas forcément d'avoir le meilleur modèle IA du marché, c'est probablement pas le cas aujourd'hui, mais la force d'Apple, et ils le savent, c'est leur écosystème. L'iPhone, le Mac, l'iPad, l'Apple Watch, le Vision Pro et les applications système, et en s'aidant des développeurs, réussir à interconnecter toute cette chaîne, et même à travers la maison connectée aussi. Ils en ont parlé à travers HomeKit et notamment une refonte avec une intelligence artificielle qui est capable de condenser toutes les notifications de nos accessoires. Notamment quand on rentre chez nous, on a 4000, les réunir en une seule application. Et même si vous avez plusieurs caméras,
il va pouvoir les connecter et faire limite un mini montage de tout ça pour vous montrer les moments forts, etc. Donc bref, ça c'est très cool. On a aussi, c'est aussi intervenu sur les raccourcis, parce que raccourcis c'est probablement l'une des applications les plus puissantes d'Apple, mais aussi l'une des moins utilisées par le grand public. Le potentiel en fait il est énorme, tu peux automatiser des tâches, connecter des applications entre elles, créer des routines, simplifier des actions répétitives, mais ça devient très très vite technique. Et si Siri AI peut permettre de créer des raccourcis plus naturels presque en discutant, parce que c'est un peu le but, ça peut vraiment changer l'usage. Limite, tu peux dire quand j'arrive au studio, t'actives telle lumière, tu passes mon téléphone en mode concentration, t'ouvres les notes et tu lances mon timer, sauf que tu l'écris au lieu de naviguer et essayer de coder des if then, etc. Qu'on retrouve actuellement. Donc bref, ça peut être vraiment cool. Comme par exemple, quand je branche mon iPhone dans la voiture, tu ouvres plan, tu lances mon podcast et t'envoies un message si je suis en retard. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait, mais qui fonctionnent pas tout le temps parce que je sais pas pourquoi, il y a des raccourcis qui déconnent. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse discuter avec l'application raccourci via l'IA pour justement être beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc Siri, dans les applications, sera vraiment là pour faire de l'optimisation. C'est pas être présent pour être présent et dire, un peu comme Copilot de Microsoft, j'essaye vraiment de ratisser large et être disponible partout, mais sans être réellement utile. Là, l'idée, c'est que vraiment Siri AI soit une porte d'entrée à plus de fonctionnalités à chaque fois dans chacune des applications. Et avoir une intégration qui vraiment, vraiment peut avoir du sens. Mais encore une fois, il faut rester mesuré parce que c'est pas parce que c'est intégré que c'est automatiquement meilleur. Il faudra que ça marche vraiment et que ce soit bien fait. Finalement, je trouve que Siri AI raconte quelque chose d'assez important sur Apple aujourd'hui. Apple n'est plus dans une position où elle peut ignorer l'IA générative. Pendant un moment, on avait presque l'impression qu'Apple regardait le sujet de loin avec prudence pendant que Google, OpenAI, Microsoft, Anthropic et Meta avançaient très vite. Mais là, Apple est obligé d'y aller. Sauf qu'elle y va à sa manière. Pas en disant notre IA va tout remplacer, pas en parlant uniquement d'agents autonomes. D'ailleurs, on n'a eu aucune information sur l'IA agentique. Apple n'a pas parlé de ça. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce que ça viendra? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Apple est encore au rudiment de l'IA. Apple parle plutôt d'une IA qui améliore justement sans remplacer. Une IA qui aide à comprendre, organiser, écrire et résumer, contextualiser. C'est plus prudent, parce qu'il fallait le faire, mais moins impressionnant. Peut-être plus réaliste par rapport à leur situation. Mais ça donne aussi une conférence beaucoup moins excitante. Parce qu'en 2026, quand t'as déjà vu Google, OpenAI et les autres montrer des assistants extrêmement avancés, t'attends qu'Apple fasse autre chose. Une version plus propre de ce qui existe déjà. T'attends une vraie rupture produit. Et c'est là, je pense que j'ai été déçu et je suis pas le seul. J'ai pas eu l'impression qu'Apple redéfinissait l'IA, j'ai eu l'impression qu'Apple adoptait enfin les standards de l'IA moderne, avec son interface à elle, son écosystème et sa promesse de confidentialité. C'est pas rien, mais c'est pas non plus le grand moment waouh que j'attendais. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette WWDC 26 et de Siri AI? Siri revient enfin dans la conversation, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. Dommage, il n'y a personne pour me tacler, mais tant mieux. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être pas ça le vrai pari d'Apple. Je pense que c'était une pierre qu'il fallait ajouter à l'édifice. Ils étaient obligés d'aller sur ce terrain, ne serait-ce que pour les investisseurs qui sont là en tacle glissé si jamais ça n'arrive pas. Bien évidemment, Siri AI, on va voir ce que ça donne. On va le tester. Le fait que ce soit le plus intégré à ses produits, c'est bien. Reste maintenant à voir si ça suffit. Parce qu'un Siri AI brillant dans une keynote, c'est bien. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est surtout un Siri qui fonctionne vraiment, qui comprend vraiment et qui retrouve vraiment les bonnes informations. Donc, après toutes ces années d'attente et de retard, Apple n'a plus besoin d'annoncer un nouveau Siri. Apple doit proposer un Siri beaucoup plus utile. Et j'espère que Siri AI va être à la hauteur de toutes nos attentes. Et puis surtout, ça reste le plus gros challenge d'Apple. Et le fait que, après avoir annoncé ça, ils disent qu'en Europe et en Chine, ce ne sera pas disponible maintenant, c'est coup dur parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir une conférence qui tombe à l'eau. Une conférence qui ne sert à rien. 1h10 de voilà ce qu'on sait faire, mais on ne le propose pas. Donc on verra avec iOS 27 comment ça évolue. Quoi qu'il en soit, on reste bien évidemment à l'affût sur tous les réseaux, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Je vais vous en parler un peu plus en longueur. Et si vous voulez avoir des visuels sur toute cette conférence,
N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, je pense que je ferai un sujet justement où je comprends pas trop Apple dans cette position-là. Donc allez voir tout ça. Mais voilà en tout cas pour cet épisode de Bubble, de la bulle de la semaine. Évidemment, il va y en avoir plein d'autres et je vous invite à aller nous suivre sur toutes les plateformes. Comme ça, vous entendrez un petit peu la bulle de la semaine parce qu'il y a eu d'autres actualités en plus de la WWDC qui restait la grande messe et il fallait le couvrir pour vous le partager. Aujourd'hui, je suis seul, mais vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, tout le monde reviendra. Si bien évidemment vous voulez manquer aucun des autres épisodes, abonnez-vous. On vous oblige à rien, mais c'est quand même cool parce que Bubble, c'est 2 fois par semaine. À très vite.